Oui, ma première rencontre avec Germaine se passe gare du Nord en octobre 1943. On nous avait fait lever de bonne heure et nous étions une vingtaine de femmes, d'ailleurs pas plus, déjà installées dans des wagons de voyageurs, d'ailleurs, un grand privilège. Et j'aperçois par la fenêtre arriver du bout du quai un petit groupe de femmes, 6 ou 7, pas beaucoup, entourées de soldats allemands. Et je me suis dit, ah ben ça, ce sont des camarades qui viennent se joindre à nous. Et il y avait parmi elles une petite dame qui traînait un énorme sac de jute, comme si un gros sac de pommes de terre, comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, mais je me suis tout de suite dit, ah, cette petite dame, ça doit être la fameuse Coury, dont j'ai tellement entendu parler à la prison de la Santé d'abord et ensuite à la prison de Fresnes, puisque nous venions de passer un an dans ces deux prisons. Et effectivement, elle est montée dans mon compartiment et s'est installée près de moi. Et j'ai eu la chance, par ce hasard, de vivre mes 2 ans de Ravensbrück toujours auprès d'elle, parce que nous avons été numérotés avec des numéros voisins, et nous étions toujours dans le même chalet, puisqu'il fallait toujours être plusieurs sur la même couchette, voilà. Et ça a été, je dois dire, pour moi, un privilège extraordinaire. Je peux vous raconter un acte de courage de Germaine, parce que c'était assez typique de sa façon de faire. Nous avions parmi nous une petite Corse de 19 ans, assez menue, qui s'appelait Napoléon. Et voilà que moi, j'étais pas là. Ça s'est passé, mais ça a été raconté par Jacqueline Richet, une de nos très bonnes camarades. Et voilà que le SS qui les surveillait, elle travaillait dehors, prend un outil et se met à taper sur Napoléon, qui s'effondre par terre en sang. Alors là, ce sang excite le SS et qui commence alors à monter sur elle comme il faisait avec ses bottes pour essayer de l'achever à coups de bottes. Alors à ce moment-là, paraît-il, on a vu Germaine qui enlevait ses lunettes, qui les mettait derrière son dos, dans sa main, et qui s'approchait de l'énergumène qui était en train d'assassiner la petite Napoléon, et en lui disant, d'un ton d'autorité douce comme elle avait, les 2 mots qu'elle connaissait en allemand, qui sont Nein et Genug, c'est-à-dire non et assez. Et il paraît que le SS a été stupéfait. Et il a lâché la fille. À ce moment-là, les camarades l'ont relevée et on l'a tiré d'affaire. Germaine m'a dit, ce SS, il n'avait absolument pas le droit de nous battre de cette façon. Nous allons écrire une lettre de protestation au commandant. J'ai dit, écoute, tu rêves, tu vas nous faire toutes mettre au cachot. Alors elle me dit, non, 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 il faut remettre les choses droites. Alors elle m'a fait traduire une lettre extrêmement courtoise qu'elle avait écrite au commandant. Et moi, comme toujours, j'avais très peur et je me disais, ils vont reconnaître mon écriture et c'est moi qui vais aller au cachot. Et elle a fait signer sa lettre par des camarades qui avaient toutes des titres de professeurs, de médecins, etc. Et elle a fait porter sa lettre à la gardienne-chef, je ne sais pas par qui, et on n'a jamais eu de nouvelles. Et même le SS a été déplacé. Un jour, elle a raconté aux camarades ce qu'elle-même avait appris sur les crimes du camp et comment essayer d'ouvrir l'œil, de se défendre. Et elle-même avait appris tout cela, d'abord parce qu'elle essayait sans arrêt de se renseigner, elle essayait de voir les filles qui travaillaient dans les bureaux, et elle a pu noter pendant très longtemps la mortalité de chaque mois.
Mais au début, comme elle avait eu une très dure diphtérie, où elle avait d'ailleurs un peu perdu connaissance pendant plusieurs jours, elle avait retrouvé près de sa couche une camarade tchèque qui était une des dirigeantes communistes du camp et qui l'avait complètement informée de ce qui se passait dans le camp et comment c'était organisé. Et ce sont ces renseignements-là qu'elle transmettait aux camarades parce que c'était une de ses théories aussi, elle avait beaucoup de théories, mais un danger qu'on pouvait nommer, cerner, examiner, était déjà moins terrifiant qu'une situation où on ne comprenait rien. Ouais. Moi, elle me racontait surtout, elle me parlait beaucoup de ce qu'elle avait vu et découvert donc dans les Aurès, chez cette tribu Chaouia qui s'appelait les Abderrahman. Et moi aussi, je partais dans le désert avec elle avant de nous endormir le soir et c'était vraiment merveilleux. Ça n'a pas de... C'est très difficile de comprendre la portée de ces voyages qu'elle nous faisait faire. Je me rappelle que très souvent, elle me récitait sa fameuse parodie de la fable de La Fontaine. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la moralité m'enchantait. Je vais essayer de vous la retrouver. C'était deux alexandrins, bien entendu. Et comment est-ce que ça marchait? Non, ne cherchez pas les coups, ils viendront bien tout seuls. Inutile de courir et vous faire casser la gueule. Je crois que c'était ça. La moralité de la mort et le bûcheron. Et je dois dire que ça me permettait de rire. Et figurez-vous que dans la journée, au fond, il ne nous arrivait pas de rire. Des journées entières sans rire. Et quand, comme ça, une fois la lumière éteinte, il faisait noir dans le bloc, Germaine me récitait sa fable. Ah, ça me faisait du bien. Donc, on avait très peur, on était d'ailleurs très fatigués. Les femmes disparaissaient. Et le vendredi saint 1945, les camions étaient montés 6 ou 7 fois dans la journée pour y emmener des femmes pour être gazées. Donc on avait un moral absolument épouvantable. Et ça, c'était donc Pâques était le dimanche 1er avril cette année-là. Et on attendait qu'ils prennent toute la fin du camp pour assassiner comme ça tous les jours par centaines les femmes. Et je ne sais plus maintenant situer le moment où la Croix-Rouge suédoise est venue et où les Allemands lui ont donné les Scandinaves. Parce qu'on avait des Norvégiennes en assez grand nombre. Les plus optimistes se disaient que ces camions suédois allaient revenir pour nous prendre, mais ces filles étaient parties début avril, mais on ne voyait rien venir. Et quand le bruit a couru qu'il y avait de nouveau des camions suédois près du camp, au fond, on ne l'a pas cru. Et on s'est bien méfié d'aller dans cette direction-là, etc. Et puis finalement, c'était vrai. Et Germaine et moi, on est partis. Autrement dit, nous, le 23 avril, nous étions à la porte de la Libération et ils gazaient encore. Au fond, même ceux qui écrivaient, ils ne trouvaient pas les mots. Il n'y avait pas de mots. Il y a une espèce d'abîme entre les faits et les mots pour le dire. Or, Germaine a été déléguée par nos 2 associations d'anciennes déportées pour être observateur au premier procès de nos criminels. Alors, il y avait 16 coupables
dans un tribunal à Hambourg. Et Germaine est allée là, elle en a beaucoup parlé. Elle a alors là, du coup, écrit des articles dans notre modeste bulletin. Et elle disait que elle voyait l'abîme se creuser entre ce qui s'était réellement passé et puis ces mots, ce petit train-train d'une justice inadaptée à la taille des crimes, et qu'elle voyait aussi par là, au fond, la faiblesse de ce qu'elle appelait la représentation de l'histoire. Et j'ai trouvé aussi récemment dans un livre sur Semprin, un écrivain qui s'appelle Jérôme Garcin, que quand le camp s'est libéré à Buchenwald, où était Semprin, il a essayé de montrer à disons, des visiteurs, des gens qui se trouvaient là, la salle des tortures, la salle où à peu près 25 chefs de la résistance ont été assassinés. Et puis, il s'est trouvé complètement impuissant entre ce qui s'était réellement passé et puis ce qu'il ne pouvait plus dire. Il y avait, dit-il, un abîme entre les mots et la réalité. Or, ça, c'est une chose qui est encore présente. Il y a quelque chose, et c'est une difficulté, ça reste, quoi.